Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez partagé votre vie entre pointer chez vos employeurs et tirer sur des terrains qui vous ont permis de remporter 9 titres de champion du monde de pétanque. Vous récidivez avec la rigueur d'un sportif qui, moralement mais aussi concrètement, ne doit jamais perdre la boule. Bonjour Dylan Rocher. Bonjour. Alors c'est vrai que vous êtes 9 fois champion du monde de pétanque. Demain, ce sont les nouveaux championnats du monde de pétanque. On va en parler aussi. Et la pétanque est un sport connu de tous, mais finalement peu connu du grand public, en tout cas son histoire. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est à travers des dates clés de la raconter. Bah écoutez, avec plaisir. Alors, j'ai trouvé une première date qui est très lointaine, qui remonte bien avant la naissance de vos grands-parents. Le 8 mars 58, c'est le jour où la pétanque est devenue internationale. C'est-à-dire qu'il y a à Marseille une fédération internationale de pétanque qui est créée, alors que les bases avaient été curieusement jetées à Spa, en Belgique, un an plus tôt. Tout à fait. C'était important, une fédération. Ah bah tout à fait, c'est la base pour pouvoir après organiser des concours, avoir des licenciés. Mais c'était loin le 19e siècle, ça existe depuis longtemps. Ah, ça existe, la pétanque, depuis 1907. Voilà, la vraie, ça on va en parler. Alors, quand on parle à la pétanque, bien sûr, il y a une chanson qui revient aussitôt. Une partie de pétanque, ça fait plaisir, la boule part et se planque, comme à l'oiseau. Est-ce qu'on peut imaginer un concours de pétanque sans cette chanson, Dylan Rocher? Bah maintenant, c'est vrai qu'on l'entend un petit peu moins, mais... À ma jeunesse, je l'ai beaucoup entendu, ouais. Ouais, c'est vrai que ça a commencé pendant les concours de pétanque ou au PAM, ça arrivait? Pas spécialement, peut-être lors de fêtes foraines ou autres, quand il y avait deux, trois jets de boules, il y avait cette musique-là, ouais. Alors, le créateur, bon, on a bien sûr, il y a Alibert, Fernandel, mais c'est Darcelis, le créateur, je ne sais pas si vous le savez. C'est un Marseillais qui est monté à Paris en 1926 pour créer des chansons de bonne humeur marseillaise. Et celle-là était la première. Et il a réussi. Alors, la pétanque, ça vient de quoi? Je crois que ça vient du Provençal. Ça vient du Provençal, de ce que j'ai entendu parler. Donc, c'est un monsieur qui était handicapé, qui ne pouvait pas jouer à la Provençal, parce que la Provençal, il faut courir pour pouvoir tirer, et ça joue entre 15 et 20 mètres. Oui. Et il y avait un monsieur qui était en chaise roulante, donc qui ne pouvait pas courir, le pauvre, et ils ont décidé de faire un cercle et de mettre les deux roues dans le cercle. Et donc, du coup, pétanque, piétanquer, et voilà, ça c'est parti comme ça. Voilà. Alors, la première société officielle de pétanque, je crois qu'elle date de 1850, je ne sais pas si vous savez, ça s'appelait le Clos Jouve à Lyon. Je connaissais pas. Ah bah, il se trouve que c'est une famille qui avait un terrain. Ce terrain a été, c'était des vignes. Et il a été vendu au ministère de la Guerre pour des manœuvres. Et il y avait une caserne. Et on a commencé sur ce terrain à jouer à la pétanque, à la boule lyonnaise. D'accord. La boule lyonnaise, c'est différent, vous la connaissez? Oui, je connais très bien. J'ai pratiqué 2-3 fois, mais ouais, c'est complètement différent de la pétanque. C'est-à-dire qu'on joue avec des plus grosses boules. C'est toujours un terrain assez lisse. Ça joue très loin, pareil, je crois entre 16 et 20 mètres. Et pour tirer, il faut courir. Oui. Je crois qu'on a le droit à 5 pas pour courir. Tandis que la Provençale, on a le droit à 3 pas. Voilà. Mais vous avez joué à la boule lyonnaise dans des concours ou comme ça pour Non, comme ça pour m'amuser, pour essayer, ouais. Voilà. Et ce terrain de boule lyonnaise qui était le premier, il a été remplacé en 2020 à Lyon par un jardin public. Ah, d'accord. Lyon où Sud Radio est très écouté, je le sais. Alors, au départ, la pétanque, Dylan Rocher, c'est un sport amateur. Oui, tout à fait. Ouais. Il n'y a pas de professionnel encore actuellement à la pétanque. On a le statut de sportif de haut niveau, mais on n'est pas encore pro. Mais même le grand public, pour le grand public qui ignore qu'il y a des concours, ça a toujours été un jeu de détente en famille. Oui, pour la plupart, c'est un sport populaire, mais au fil du temps, on devient plus médiatique. Voilà, c'est très apprécié à la télé. Voilà, ça commence à se médiatiser et ça évolue de plus en plus. Oui, mais alors ce qui est étonnant, c'est que les joueurs de boules, il y en a tellement que j'ai trouvé un tableau de Gustave Doré de 1860 où on voit dans l'avenue de l'Observatoire à Paris des joueurs de boules. Déjà, on jouait au 19e siècle sur des terrains. Tout à fait, je crois qu'ils jouaient même à l'époque avec des boules en bois, des boules cloutées. Oui. Et oui, ça existe depuis très longtemps, oui. Alors vous, c'est pas Paris, c'est pas Marseille, c'est le Mans. Vous avez grandi au Mans, ça n'a rien à voir avec Marseille et la pétanque théoriquement. Et oui, contrairement à ce qu'on puisse penser, c'est que on joue pas que dans le sud à la pétanque et toute ma famille est originaire du Mans.
Ils y sont encore d'ailleurs, et ouais, j'ai commencé la pétanque là-bas. Ouais. Oui, et pas 24 heures par jour, mais beaucoup d'heures par jour. Ouais. Alors, je crois que ça a commencé à 3 ans, la pétanque, pour vous. Oui, parce que je suis issu d'une famille de pétanqueurs. Mon grand-père a été champion de pétanque, mon papa était champion du monde. Mes frères, ma maman, voilà, on est la famille la plus titrée au niveau pétanque. Et comment c'est né au départ, votre grand-père, votre père, qui se sont mis à la pétanque? Eh ben, mon grand-père, c'est que lui, il était professionnel de vélo. Et il y a un moment où il s'est blessé, il a dû arrêter le vélo, et il s'est mis à la pétanque. Et puis après, de fil en aiguille, mon papa fait pareil, et moi c'est exactement pareil. Quand j'ai vu mes grands-parents jouer, voilà, depuis tout petit, c'est ce qui me plaisait. Voilà, tirer, jouer à la pétanque. Voilà, c'était de faire au départ comme papa, maman, et après c'était vraiment ce qui me plaisait, jouer devant du monde, du public. Voilà. Alors au départ, quand on a 3 ans, on joue avec des boules plus petites, non? Oui, on joue même avec des cochonnets, on joue avec ce qu'on peut, ce qui est rond, et puis voilà, on s'amuse comme ça au départ. Mais finalement, personne ne vous a poussé à jouer à la pétanque? Pas du tout. Mes parents, vraiment, ils nous ont laissé libre choix de faire le sport qu'on voulait. Et avec mes frères, c'était la pétanque. Vraiment, on jouait tous les jours, on rentrait de l'école, on jouait, on avait que la pétanque dans la tête, quoi. Voilà, mais en progressant régulièrement, en observant vos parents et vos grands-parents? Alors, on a eu les bases par les parents, les grands-parents, mais pas plus que ça, honnêtement. C'est venu de fil en aiguille, au fur et à mesure dans les écoles de pétanque. Et puis surtout après en faisant les compétitions, c'est comme ça qu'on progresse énormément. Ouais. Voilà, mais les bases, c'est quoi, Diane Rocher? Alors les bases, c'est de bien tenir la boule dans la main, donc c'est-à-dire que tous ceux qui jouent la main ouverte, c'est pas bon. Oui. Si vous êtes droitier, votre pied d'appui, ça va être votre pied droit, et c'est toute une coordination du corps, du bras, qui fait que vous avez le bon geste. Voilà, mais ça, c'est des mois de travail, même quand on est enfant. Des mois et des années, ouais. Après, j'ai envie de vous dire. On était adroit naturellement en fait avec mes frères, avec mes parents. Voilà, à tous les sports, je suis adroit. J'ai envie de dire, ceux qui sont pas adroits, c'est un petit peu plus compliqué, même si on a les bonnes bases de progresser. Alors, je crois quand même qu'à l'école, vos camarades se moquaient de vous. Vous faisiez un sport de vieux. Oui, exactement. Oui, c'est vrai qu'au collège ou même en primaire, je n'osais pas dire le sport que je faisais parce que c'était pas vu comme un sport, donc j'ai beaucoup souffert dans ma jeunesse de ça. Et puis au fur et à mesure, c'était une vraie. J'ai réussi à gagner cette image-là, quoi, en fait. Alors, ce qui est extraordinaire, Diane Rocher, c'est que votre premier concours, vous l'avez gagné à 10 ans. Je crois que c'est un record. Ouais. J'ai accompagné mon papa qui faisait une compétition en senior, et puis au lieu de le regarder, ils m'ont inscrit à cette compétition-là, comme ça. Et puis j'ai gagné une partie, 2 parties, 3 parties, et puis finalement j'ai gagné le concours à la fin, qui était un des plus grands concours en senior, en individuel à l'époque. Donc ça a été exceptionnel, quoi. Ah, vous n'étiez pas senior à l'époque? J'étais pas senior, j'étais minime, mais j'avais gagné en senior, donc c'était pour ça que c'était encore plus exceptionnel. Ouais. C'est là où votre père a compris qu'il y avait quelque chose à faire? Il s'est dit, bon là, on va voir de près quand même, on va suivre ça. Oui, parce qu'il y a eu ensuite beaucoup de concours auxquels vous avez participé, d'année en année, ça a évolué, en triplette ou en tête-à-tête. Oui, en fait, on a vu que c'était pas une surprise que j'ai gagné ce concours-là en individuel, j'en ai gagné un autre par-ci, par-là, j'ai gagné des grosses compétitions, et puis au fur et à mesure, j'étais vraiment installé dans le haut niveau senior, alors que j'étais encore minime, cadet, voire junior. Oui, et je crois que le premier championnat du monde que vous avez gagné, c'est le championnat du monde junior en 2005, Diane Rocher. Tout à fait, au Canada, j'étais dernière année cadet, j'étais déjà surclassé à l'époque. Oui. Et ouais, c'était le début d'une belle série. Ouais. Et vos études là-dedans? Honnêtement, j'étais pas trop scolaire. J'étais plutôt pétanque, mais j'ai fait un apprentissage dans une boutique de sport à Plaisir, qui était lié à la pétanque. Donc c'était une boutique qui vendait des boules, des coupes, tout ce qui était lié à la pétanque. Et voilà, ça me permettait aussi de me libérer assez facilement pour aller faire les compétitions. Voilà. Vous êtes devenu aussi le plus jeune joueur à entrer dans le dernier carré d'un championnat de France. C'est vrai, parce que la première année qu'ils ont autorisé un junior à participer à championnat de France senior, je suis arrivé en finale du championnat de France devant 5000 personnes. C'était à Dijon, déjà à l'époque.
Bon, c'est un bon souvenir entre guillemets parce que j'avais perdu en finale, on avait ramassé. Mais j'étais avec mon papa et c'était chouette à l'époque, quoi. Vous étiez considéré comme un phénomène parce qu'être aussi jeune et faire tant de compétitions, Dylan Rocher. Oui, c'est vrai que depuis tout petit, j'ai toujours été assez précoce au niveau pétanque, donc j'étais le petit phénomène. Ouais. Voilà. Et puis je crois que la première vraie consécration aussi nationale, c'est le trophée du mondial de la Marseillaise à 18 ans. Oui, tout à fait, c'était en 2010. Oui. Et imaginez-vous le petit Manceau qui arrive à Marseille dans le sud où c'est le must de la pétanque, la Marseillaise. Tout Marseillais rêve de gagner la Marseillaise. Et moi j'arrive, plus jeune vainqueur de la Marseillaise. Voilà, le petit Manceau, il savait même pas qu'on jouait à la pétanque là-haut, quoi. Ouais. Donc ça fait un grand boom médiatique. Et surtout, au niveau de l'image, je pense que ça a donné un bon petit coup de jeunesse. Ouais. Ouais, que la Marseillaise, c'est Yves Mourouzi qui l'a appelé le Roland-Garros des boules. Michel Montana a beaucoup fait pour cette épreuve, parce que je l'avais connu. J'ai bien connu, ouais. Et cette épreuve a été créée, on ne le sait pas, sur une île jointe de la Marseillaise. Et le directeur national des ventes de l'époque, c'était un certain Charles Pasqua, qui est devenu ministre de l'Intérieur ensuite. C'est assez étonnant. Voilà. Comme quoi, on peut passer de la pétanque à beaucoup d'autres choses. Alors, ça, c'est la première date de votre parcours. Il y en a une autre qui est importante aussi, qui n'est pas directement liée à vous, mais qu'on va évoquer. C'est le 26 octobre 1990. À tout de suite sur Sud Radio avec Dylan Rocher. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie. Mon invité est Dylan Rocher, 9 fois champion du monde de pétanque. Demain, c'est un nouveau championnat, on va en parler tout à l'heure. Mais on revient à notre parcours, à votre parcours. Et il y a un film qui a marqué finalement l'histoire de la pétanque, qui est sorti le 26 octobre 1990. Le château de ma mère d'Yves Robert, adapté du temps des amours de Marcel Pagnol. Et c'est vrai que ce film, on parle de pétanque dedans. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Je l'ai vu, mais ça date. Voilà. Et c'est vrai que Yves Robert a d'ailleurs mis des années à obtenir les droits, car Jacqueline Pagnol s'en méfiait. Et la voix qui assure le commentaire, qui joue Marcel Pagnol, c'est Jean-Pierre Darras, qui était un comédien qui était du Midi, justement, et qui a pris l'accent du Midi, qui était celui de son enfance, pour jouer ce personnage. Et c'est vrai que Pagnol et la pétanque, c'est lié. D'ailleurs, je crois qu'à la Marseillaise, il y a un prix Marcel Pagnol. Exactement. Ouais. Et c'est vrai que, je ne sais pas si vous avez vu des films de Marcel Pagnol, Dylan Rocher, mais la pétanque est partout. Ah, il aimait la pétanque, ouais, c'est clair. Après, le château de ma mère, oui, je l'ai vu. Après, j'en ai vu 2-3, mais c'est moins de ma génération, honnêtement. Il faut savoir que les souvenirs de Marcel Pagnol, qu'il faut lire un jour ou l'autre, ils sont nés par hasard. C'est-à-dire qu'un jour, on demande à Marcel Pagnol une chronique pour le journal Elle. Il dit oui, comme ça. Hélène Gordon-Lazareff, la directrice, le relance sans arrêt. Un coursier arrive, il n'a rien écrit. Il écrit quelques pages et ça a tellement de succès que finalement, il va faire 3 livres qui vont être des classiques, ses souvenirs d'enfance. C'est une belle histoire. Alors, il se trouve que les méridionaux, au départ, se sont passionnés pour la longue. Car finalement, dans ce film, comme dans Pagnol, c'est la longue qui est toujours présente. C'est très différent aussi. Oui, c'est déjà les distances sont différentes et puis voilà, c'est vachement plus physique. Voilà, c'est très sudiste. D'ailleurs, au jour d'aujourd'hui, on joue beaucoup à la longue dans le sud, mais beaucoup moins dans le nord, quoi. C'est-à-dire que vous avez appris à jouer à la longue ensuite, après vos premières compétitions ? Oui, parce que j'aime bien en fait tous les sports de boules en général et j'aime bien essayer. Et c'est vrai que je suis parti vivre dans le Var il y a quelques années et ça joue énormément là-bas. Donc j'ai commencé à faire mes premiers concours là-bas et j'ai appris un petit peu les bases. Ouais. Alors justement, la longue, ce sont des règles simplifiées. Il faut expliquer à celles et ceux qui ne savent pas. Alors la longue, c'est toujours en 13 points. Voire en 11 points, ça dépend des concours. Et puis, c'est une distance de 15 à 20 mètres. On peut jouer en doublette, triplette, même en individuel. Et c'est assez long quand même. On a le droit de tirer à 50 devant la boule. Si on tombe, par exemple, à 60 cm, la boule, elle n'est pas bonne. Donc, on la remet en place. Et ouais, c'est un jeu qui est quand même assez long. Une partie en moyenne dure entre 3 et 4 heures. Ouais. Et pourquoi justement des parties différentes dans le nord et dans le sud, à votre avis, Dylan Rocher ? Je pense que dans le sud, tout s'y prête plus. Il y a le soleil déjà, ouais. il y a des grandes places assez lisses. Que nous, dans le nord, entre guillemets, c'est des terrains avec beaucoup de cailloux, ça s'y prête moins. Et puis,
voilà, le climat, je pense, il fait beaucoup à la base. Voilà. En même temps, Pagnol, on le sait peu, pendant ses films, quand il tournait un film, bon, il y avait le déjeuner le matin, on digérait après, et souvent, avant le tournage, et on ne savait pas si le tournage aurait lieu, il y avait la partie de pétanque obligatoire où on s'engueulait. Car la tradition, c'est de s'engueuler à la pétanque. Pas que, mais ça arrive souvent. C'est une façon de désarçonner l'adversaire ? Oui, un petit peu, oui, c'est vrai que ça joue beaucoup dans la tête, la pétanque, c'est beaucoup mental. Et le fait de s'engueuler ou voilà, de lancer 2-3 paroles, ça peut déstabiliser l'adversaire. Ouais. Il se trouve aussi, on parlait tout à l'heure de ce garçon qui a inventé justement la pétanque, la longue. Ça s'est passé sur un terrain de boules qui s'appelait la boule étoilée, en référence aux boules cloutées de l'époque. Car les boules étaient cloutées pendant un certain temps. Oui, tout à fait. J'en ai vu. J'ai pas eu l'occasion de jouer avec, mais dans un musée, ouais, j'ai vu. Qu'est-ce que c'était des boules cloutées ? C'était des boules, c'était du bois, et puis ils avaient mis des clous partout pour recouvrir le bois, et en fait ils jouaient avec ça, mais c'était super gros, super lourd. Je me demande comment ils arrivaient à être précis avec ça, quoi. Alors je sais que c'est un Alsacien qui s'appelle Philippe Roffritsch qui a inventé ces boules bleues dans son atelier de la rue des Fabres à Marseille, un Alsacien à Marseille, et ça s'appelait la boule bleue, et c'était les premières boules cloutées qui ont été indispensables, qui ont marché pendant des années. Ouais, c'est magnifique, hein. Alors, le premier concours de pétanque, où le mot est officialisé, c'est à La Ciotat, je crois. Oui, tout à fait. C'est le berceau de la pétanque, et c'est là que ça a commencé, la pétanque. Quoi, Et pourquoi, justement ? Il me semble, du coup, c'est cette histoire que je vous ai racontée tout à l'heure, où il jouait à la Provençale, et le monsieur qui pouvait pas jouer parce qu'il était dans un fauteuil, voilà, ça s'est créé là, et c'est resté. Et c'est resté. Mais ce qui est étonnant, c'est que des écrivains très célèbres ont parlé, non pas de la pétanque, mais des parties de boules. J'ai trouvé un texte de Honoré de Balzac, je ne sais pas si vous savez, en 1863, qui écrit dans Ferragus « Les joueurs de boules, vieilles figures grises, pleines de bonhomie, braves gens, dont les physionomies ne peuvent être comparées qu'à celles de leur public. » Et ça, c'est l'image du joueur de pétanque retraité. Exactement. Ça existait déjà. Oui. Et cette image du joueur de pétanque ou de boule retraité, elle est conforme à la réalité ? Non, je pense que l'image a changé. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, c'est devenu vraiment un vrai sport. Voilà, on a des contrôles d'antidopage, des contrôles de l'alcoolémie. À ce point-là ? Ah oui. Nous, au niveau, on est confrontés à tout ça. Donc, tout est cadré. À l'époque, ils jouaient sur des places. Il n'y avait pas de planches, le terrain n'était pas tracé, on pouvait jouer partout, on pouvait jouer entre les arbres, tout ça, que maintenant, non, ça c'est fini, mis à part un petit peu à la Marseillaise lors des 2-3 premiers jours, mais maintenant tout est cadré. Ouais. Tout est cadré, mais il y avait aussi beaucoup de triches à l'époque, non ? J'ai pas connu, mais on me l'a dit, ouais, on m'a raconté pas mal d'histoires là-dessus. Qu'est-ce qu'il y avait par exemple ? On me disait par exemple qu'il y en a beaucoup qui arrivaient avec des boules fadées, voilà, c'est-à-dire qu'ils mettaient du mercure dans les boules avec une petite aiguille, et en fait la boule, quand elle tombait sur un caillou ou sur des terrains difficiles, elle restait, quoi. En fait, elle partait pas dans tous les sens, elle restait sur place. Donc c'était repérable, ça ? Ouais, je pense, oui, parce que suivant les terrains qui sont très difficiles, on voit tout de suite si la boule on dirait du plomb ou pas, quoi. Vous repérez une boule, vous, immédiatement ? Ah oui, direct, ouais. Alors, Diane Rocher, je me suis un peu renseigné sur la naissance du jeu de boules. Il semblerait que les premiers jeux de boules, c'est pendant la conquête de la Gaule. Ça remonte quand même lointain, et les boules étaient en argile, ensuite elles ont été en pierre, en bois et en acier. D'accord. Car les boules en acier, je crois que c'est très récent, c'est 1927. C'est possible. Voilà. On voit les premières boules en acier à Saint-Bonnet-le-Château, où il y a un musée international de la boule de pétanque. Tout à fait. Là, c'est mon partenaire depuis de longues années. Qu'est-ce que c'est, ce musée ? C'est un musée avec voilà, toute l'histoire de la pétanque, avec les premières boules cloutées, comme vous avez dit, jusqu'à maintenant. Les machines qui ont servi à fabriquer ces boules-là. Et puis toute l'histoire de la pétanque avec les figures de ce sport d'antan à maintenant, quoi. Voilà. Je crois que les boules en acier ont remplacé les boules cloutées, et c'est un monsieur qui s'appelait le Jean Blanc qui a fait cette évolution. Tout à fait. Qui était Jean Blanc, vous le savez ? C'était le
c'était l'arrière-grand-père du PDG aujourd'hui qui s'appelle... Monsieur Blanc, de toute façon. Non, c'est le PDG maintenant. Jean Blanc, c'était la marque JB. Oui. Et après, ça a été racheté par Obut. Voilà, exactement. Et c'est vrai que il faut des partenaires quand on fait ce métier ou cette passion. Bien sûr, parce que c'est vrai que on gagne pas énormément d'argent, donc le fait d'avoir des partenaires qui nous suivent, c'est toujours plus facile pour pouvoir jouer un peu de partout en France, voire à l'étranger, et surtout une maison comme Obut à Saint-Bonnet-le-Château, c'est le must de la pétanque. Et honnêtement, si un jour vous avez l'occasion d'aller visiter ce musée ou l'usine, la fabrication, ça vaut le coup d'œil. Ouais. Pourquoi ? Parce que c'est magnifique. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte tout le travail qu'il y a pour une triplette de pétanque. On se dit, voilà, c'est un morceau de ferraille, un morceau d'acier. Sauf qu'il y a énormément de machines, il y a énormément de savoir-faire. Et en plus, ils se mettent au goût du jour. Ils ont des machines de folie, de dernière technologie pour des boules de pétanque. C'est vraiment incroyable. Et au fil du temps, la pétanque a toujours été très populaire. J'ai trouvé dans l'encyclopédie d'Hydro un texte sur le jeu de boules. Et ce qui est extraordinaire. Et surtout, il y a eu une époque où le jeu de boules a été interdit pendant peu de temps. Il a été rétabli par la Révolution française. Ah, je savais pas. C'est extraordinaire. On ne pouvait pas jouer à la pétanque pendant des décennies. Et pourquoi ? On n'a jamais su. C'était quelque chose de très, très bizarre. C'est des raisons qui sont restées obscures. Il vous arrive de disputer des parties entre amis quand même en dehors de compétition ? Oui, ça m'arrive un petit peu. Bon, maintenant, c'est vrai que le rythme est tellement élevé que quand je peux éviter de jouer à la pétanque chez moi, voilà, je fais plutôt d'autres choses. Je fais du vélo, du foot, mais me parlez pas de pétanque dans mes moments libres, quoi. Alors, il y a quelqu'un qui, lui, parlait beaucoup de pétanque et on va l'évoquer à travers la date du 15 août 1964. À tout de suite sur Sud Radio avec Dylan Rocher, champion du monde de pétanque. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Dylan Rocher, 9 fois champion du monde de pétanque. Demain, je crois que c'est à Dijon, c'est une nouvelle édition. On va en parler tout à l'heure. Mais on en revient à votre parcours. On a vu comment vous aviez débuté au Mans, vos premières épreuves très très jeunes. Et puis j'ai trouvé un fan célèbre qui a toujours adoré la pétanque, qui en a parlé. Et le 15 août 1964, il en parle pour la première fois à la télévision, après avoir interprété cette chanson. Et vous allez deviner son nom. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Et c'est vrai que Henri Salvador, dans cette émission, c'est la première fois, et il l'a souvent fait ensuite, où il dit qu'il joue à la pétanque, qu'il ne fout rien dans la vie, mais que sa seule vraie passion, c'est la pétanque. C'est vrai. J'ai eu la chance de jouer avec. Alors, il jouait pas mal, il était vraiment mordu de pétanque et puis très appliqué. Et mauvais perdant. Il n'aimait pas perdre. Ah oui. Il était de mauvaise foi aussi. Aussi. Voilà. Et vous êtes retrouvé dans des tournois comme ça ? Oui, dans des tournois un petit peu des partenaires, people. Voilà, on a eu l'occasion de jouer ensemble. D'ailleurs, il y a un très beau boulodrome qui est un des plus grands de France à Saint-Pierre-les-Elbeuf. Oui. Et je connais aussi bien sa femme, Catherine, qui adore la pétanque. Voilà, et effectivement, elle défend sa mémoire avec beaucoup de brio. Et c'est vrai qu'il était faussement décontracté, Henri Salvador. Il rigolait sans arrêt, mais c'était pour vous décontenancer, non ? Ah oui, il était malin, il aimait pas perdre, mais il était accrocheur, il aimait ça, quoi. Et il a gagné avec vous ? On a dû gagner une fois et on a perdu une fois. Ouais, et quand vous avez gagné, il n'était pas content ? Quand on a gagné, il était heureux, mais quand on a perdu, moins. Voilà, parce que vous étiez avec lui. Voilà, exactement. Voilà. Alors, il avait des boules très particulières. Je crois qu'il a même fait fabriquer des boules à son nom, ce qui n'était pas simple non plus. Oui, c'est vrai qu'à l'époque, il avait fait sa paire de boules qui avait fait vraiment le buzz. Et bon, malheureusement, ça n'existe plus. Mais moi, j'ai eu la chance, quand j'ai gagné la Marseillaise, ils ont fait en fait une réplique, une œuvre d'art avec ces boules. Donc j'ai ça à la maison et tous les jours quand je vais dans ma salle de sport, voilà, c'est mis en valeur. Oui, il avait fait un commerce de ces boules marquées Henri Salvador. Je crois qu'il a gagné presque autant d'argent qu'avec les disques, tellement ça a marché. Ah ça, je peux pas vous dire, mais c'était un gros succès. En tout cas, à l'époque. oui, ça a marché, ouais. Alors, c'est vrai, Dylan Rocher, que le choix des boules est essentiel quand on joue à la pétanque. Comment on fait pour choisir sa bonne paire de boules ?
Alors je dirais qu'il n'y a pas de science exacte, c'est souvent au feeling en fait, au niveau de la taille de la main, au niveau... Moi je joue avec des boules de 73 ou 74 de diamètre, 680 grammes, parce que je joue énormément et du coup je joue pas trop lourd pour pas trop fatiguer. Et du coup il y a deux types de boules, carbone ou inox. Donc moi je choisis le carbone surtout quand il fait froid, quand il pleut, pour éviter que ça glisse. Et quand il fait beau, qu'il y a un petit peu de soleil, là je prends de l'inox parce que voilà, c'est plus adapté au soleil. Pour le tir, c'est mieux. Il y a beaucoup de poids, beaucoup de taille? Oui, ça va de 70 de diamètre à 80 et ça va de 600 grammes à 800 grammes. Et pourquoi? Parce qu'il en faut un peu pour tous les goûts. Pour toutes les mains surtout? Pour toutes les mains, exactement. Et c'est vrai que souvent on a plusieurs paires de boules devant les yeux et il faut choisir la bonne. C'est pas facile, ouais, c'est vrai, mais après c'est vraiment au feeling, à la force de s'entraîner, à la force de jouer, on voit ce qui nous correspond ou pas. Et pareil pour le poids, donc voilà, j'invite à ceux qui veulent essayer vraiment d'essayer plusieurs diamètres et plusieurs poids différents. Et on le sent à la main, comment ça se passe? Ah oui, moi honnêtement, pour un diamètre près je sens, et puis pour 10 grammes près, pareil, je sens la différence. Ouais. Et même, on peut faire deux parties avec la même paire, ou est-ce qu'il faut à chaque fois changer? Ah oui, on peut faire tout un concours avec la même paire, mais si jamais vous n'êtes pas en forme, le joueur de pétanque est très superstitieux. Voilà, des fois, il va changer les boules, il va prendre les autres boules dans le coffre et il change de boule à l'autre partie, quoi. Parce que vous avez plusieurs paires? Oui, en général, moi, je viens avec 3-4 paires de boules dans la voiture. Ouais. Et des paires dont vous avez surveillé la fabrication, vous savez d'où elles viennent? Oui, elles viennent d'Aubut, oui. Saint-Bonnet-le-Château, oui. Et je sais très bien que c'est les numéros 1, c'est les leaders au niveau des boules de compétition, donc là je me fais pas de soucis. Hein. Alors je sais que les joueurs de haut niveau choisissent de préférence, Dylan Rocher, des boules tendres. Oui et non. Alors des boules tendres plus parce que au niveau de l'impact ça rebondit moins. Même au niveau du point, les boules tendres on peut faire les deux avec, on peut tirer, on peut pointer. Moi je suis plus boule dure. Parce que ça ramasse un peu plus, c'est un peu plus dur, donc ça fait que quand elle touche le sol, elle a tendance à fuser, que par rapport à la boule molle, elle va plus s'écraser. Oui. Donc après, c'est les goûts et les couleurs, mais moi, en tant que tireur, j'ai toujours aimé les boules dures. Et beaucoup de champions font comme vous? Parce que la boule tendre a l'air de plaire à beaucoup de gens. Ah bah c'est sûr que la boule tendre elle plaît à 80%, 90% des gens. Après c'est les goûts et les couleurs, c'est toujours pareil. Moi j'ai toujours été habitué à ça et j'ai du mal à changer. Ouais. Et les boules tendres en plus s'usent très vite, je crois. Ah oui. Par exemple, une boule tendre peut vous faire 2-3 ans, oui. Qu'une boule dure va vous faire le double. Et vous avez chez vous plusieurs collections de paires de boules? Tout à fait, ouais. Je dois avoir une vingtaine de triplettes chez moi. Et j'aime bien aussi, je suis très nostalgique. J'ai beaucoup de paires qui n'existent plus de l'époque. Et on voit aussi l'évolution du marquage, de la gravure, du métal. Et ouais, c'est chouette. Comment ça évolue et pourquoi? Je pense que c'était pas du tout les mêmes machines que maintenant. À l'époque, c'était beaucoup à la main. Maintenant, ils ont des machines de folie. Le métal était différent d'aujourd'hui. Voilà, après... Il y a les chiffres correspondant au poids qui doivent être lisibles. C'est une obligation. Oui, tout à fait. Parce qu'ils ont peur qu'il y en ait peut-être qui trichent en mettant du mercure, peut-être. Et puis, souvent, le nom du joueur est marqué sur la boule. Oui, alors ça c'est plus personnel, c'est vraiment c'est personnel et aussi ça permet de reconnaître facilement ces boules. Lorsque vous jouez une partie de pétanque où il y a 12 boules sur le terrain, avec le nom ou prénom qu'il y a sur la paire de boules, vous pouvez la reconnaître facilement. Moi par exemple, j'ai le prénom de mes enfants dessus. Carrément. Ouais. Donc ouais. C'est un peu de la superstition aussi, voilà, ça, on dit que ça va nous porter chance, que c'est pas spécialement pour les reconnaître aussi. Mais c'est plus, c'est plus dans le cœur. Ouais. Il y a beaucoup de superstitions chez les joueurs de pétanque? Beaucoup, non, mais il y en a un petit peu quand même. Un petit peu, ouais. Alors, il y a aussi des boules creuses. Des creusets, justement. Des boules creuses. Ouais. Je dirais que moi, au but, c'est des boules creuses. Parce que dedans, si vous ouvrez ou coupez la boule en deux, il n'y a rien dedans. Alors qu'il y a des boules
notamment les boules de lyonnaise ou autres, ils ont des élastiques dedans pour éviter que ça rebondisse. Oui. Ou alors vous prenez des boules de loisirs, des boules de camping. Là, les boules que vous trouvez dans les magasins de camping, vous ouvrez la boule, là c'est de la terre dedans ou du sable. Oui. Voilà. Mais ces différences, ça ne permet pas de réussir plus ou moins de se rapprocher du cochonnet. Non. C'est vraiment l'adresse qui fait le travail. Alors, il y a aussi dans l'image des people, ces parties de pétanque pendant des années qu'Eddie Barclay à Saint-Tropez avec Eddie Mitchell, Daniel Echter, qui tous les soirs se retrouvent à 18h place des Lys et qui jouaient pour le plaisir mais aussi pour être vus par les autres estivants. Oui, tout à fait. Ouais. C'est vrai que bon, j'ai pas eu la chance de connaître ces parties-là avec Eddie Barclay, mais j'ai habité 10 ans sur Draguignan, dans le Var. Et donc, régulièrement, j'ai fait des championnats sur la place des Lys, ou même à côté. Et c'est vrai que cette place, elle est magique, quoi. Oui, mais le terrain est particulier. Très particulier, il est très lisse, ça roule beaucoup. Ouais, c'est assez spécial. En plus, avec voilà, les bars, tout ce qu'il y a autour, c'est vrai que ça reste un endroit assez magique et spécial. Ouais. Alors, à chaque fois, ce qui me surprend, à l'heure aujourd'hui où l'on parle de la parité, c'est que finalement, la pétanque, c'est un sport masculin. Je crois qu'il y a seulement 15% des licenciés en France qui sont des femmes. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'hommes que femmes, mais ça commence à évoluer petit à petit. Et je serais curieux d'avoir le dernier relevé au niveau des licenciés, mais je pense qu'il y a de plus en plus de femmes qui s'y mettent maintenant quand même. Comment ça se fait ? Dû à la médiatisation, dû à la retransmission des parties sur des chaînes télé ou les réseaux sociaux. Et je pense que ça donne envie de jouer aux femmes, quoi. Oui, et puis je crois que la pétanque est l'un des rares sports où les compétitions sont mixtes. Oui, c'est vrai que on peut mélanger voilà, les hommes, les femmes. Alors, ça reste quand même, on va dire, 15-20% des compétitions. Après, la majorité, c'est quand même séparé. Mais ouais, c'est sympa. Moi, ça m'arrive de temps en temps, des fois, de jouer avec ma femme dans des compétitions. Voilà, c'est sympa. Et par galanterie, on la laisse gagner ? Il faut, parce que sinon, après, le soir, on mange pas. Voilà. C'est vrai que quelquefois, les hommes aussi discutent entre eux, et ça donnait une formule très célèbre. Pointe ou tu tires ? Moi, je fais les deux. Je pointe comme pas un et je tire comme 36. Oh non, mais des fois, dis, est-ce que tu aurais la prétention de me faire embrasser Fanny ? Voilà. Et voilà, Fanny de Marcel Pagnol avec cette réplique de Rému, tu tires ou tu pointes, c'est rentré dans la légende, ça. Ah, la Fanny, c'est vrai que ouais, c'est pour tout pétanqueur, c'est ce qu'on veut pas, quoi. Hein. Prendre Fanny, embrasser les fesses de Fanny, c'est quoi, c'est faire 0 point ? C'est faire 0 point, ouais. Faire 13-0. Et d'ailleurs, pendant des années, je crois qu'il fallait embrasser les fesses d'une statue. Exactement, qui s'appelait Fanny. Voilà. Et je crois que ça s'appelait Fanny, justement à Lyon, quand le Clos-Joux va démarrer. Il y avait une fille là-bas, une fille du quartier, qui s'appelait Fanny. D'accord. Et ils ont fait sa statue, c'est comme ça que c'est né. Ah bah vous m'apprenez quelque chose là, c'est chouette. et je crois aujourd'hui que c'est plutôt une tournée générale. Oui, où il y a encore des clubs ou des clos qui ont leur Fanny dans les bureaux et vraiment, nous on aime bien chambrer, donc quand il y a quelqu'un qui prend Fanny, souvent on fait la photo. Voilà. Et tu pointes ou tu tires, c'est une formule que vous avez entendue 1000 fois, Dylan Rocher. Ah oui, ça c'est la base, ouais. C'est que Rému, au départ, je ne sais pas si vous le savez, il ne voulait pas tourner le dernier film de Pagnol, César, donc il fait savoir qu'il veut une augmentation, qu'il ne le fera pas. Pagnol l'apprend, le convoque dans son bureau, Pagnol fait semblant d'être absent, Rému s'installe et il voit le scénario de César devant. Curieux, il ouvre, il voit le film commence par la mort de César. Pagnol arrive à ce moment-là et Rému dit « Je signe à n'importe quel prix », tellement il avait peur de ne pas jouer le film. Ah, c'est chouette. C'est vrai que ces gens-là ont fait beaucoup aussi pour la pétanque. Ah bah bien sûr, c'est vrai qu'en termes d'image, c'est vrai que quand on va à la Marseillaise, par exemple, on pense tout de suite à l'ambiance à la Pagnol. Et ouais, ça donne des souvenirs. Alors, il y a des expressions que je ne connaissais pas et que le grand public ne connaît pas non plus. Il y a faire un biberon, faire un tétard, faire un bec. Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Alors, faire un biberon, c'est votre boule qui touche le cochonnet. Oui. Faire un bec, c'est-à-dire que c'est votre boule qui touche une autre boule qui la touche de côté pour arriver dans le bouchon. Un tétard, c'est comme un bouchon aussi, c'est pareil. Et il y a tirer au fer aussi, ou tuer le chien.
Alors tirer au fer, c'est-à-dire que vous tirez, votre boule arrive sur la boule de l'adversaire directement sans toucher le sol. Oui. Et tuer le chien, c'est que là, vous avez blessé quelqu'un. Là, vous avez vraiment fait un crochet ou vous avez été maladroit. Et il y a faire la musique ou faire la chanson. Ouais, ça c'est quelqu'un qui essaye de déstabiliser par les paroles, voilà, en faisant un peu la musique. Faut apprendre tout ce vocabulaire. Ah, je connais parfaitement, ouais. Parce que ça fait partie du quotidien. Ça fait partie du quotidien et puis beaucoup dans le sud aussi. C'est ancré et les Marseillais, ils aiment bien en jouer. Voilà. Alors, ce n'est pas dans le sud, mais à Dijon que se déroule le championnat du monde qu'on va évoquer à travers sa date, le 5 décembre 2024. A tout de suite sur Sud Radio avec Dylan Rocher. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Dylan Rocher. Alors le 5 décembre, c'est-à-dire demain, c'est le championnat du monde de triplette à Dijon, au Zénith, c'est-à-dire un événement important, beaucoup de monde. C'est quoi ce championnat du monde, Dylan Rocher? Alors c'est un championnat du monde en triplette et tir de précision. C'est-à-dire qu'en triplette, c'est 3. C'est des parties de 3. Donc oui. Vous êtes un tireur, un milieu, un pointeur, oui. contre 3 autres personnes. Et le tir de précision, en fait, ça c'est un peu une discipline un peu à part, où là c'est des ateliers vraiment de précision. Donc vous avez une cible, 4 distances et 5 ateliers complètement différents. Donc c'est-à-dire que vous tirez la boule seule, vous tirez la boule à la sautée, le cochonnet, c'est vraiment de la précision. La précision. Et justement, ces triplettes, on sait peu qu'il y a 3 personnes différentes. Quels sont les rôles de ces 3 personnes? Eh ben, on va dire que tout le monde a un peu un rôle différent. Il y a un tireur qui est là, lui, pour dégommer les boules adverses. Oui. Il y a un milieu qui sait un peu tout faire, le point, le tir, qui est très important, puisqu'à chaque fois, en général, à 90% du temps, c'est lui qui a les boules importantes, oui. qui tire pour le pactole à la fin. Et tu as le pointeur, qui lui est là pour arriver le plus près du cochonnet et essayer de désarmer le tireur adverse. Voilà. Après, le milieu et le pointeur, en général, c'est eux qui gèrent la tactique, la technique, et voilà, c'est eux qui gèrent un petit peu l'ensemble de la partie. Donc il faut une équipe constituée de 3 talents différents. Ouais, en général, ouais. Par exemple, si vous mettez 3 tireurs ensemble, ça fait pas spécialement une belle équipe. Voilà, mais il faut les trouver, ces gens-là. Il faut les trouver. Après, c'est pour ça qu'il y a une équipe de France, c'est pour ça qu'il y a un Team France avec un groupe de personnes. Et vous êtes, il faut le dire, Dylan Rocher, le capitaine de l'équipe de France. Je fais partie d'un des capitaines. C'est vrai que petit à petit, ils essaient de me donner la main à ce niveau-là. Mais je joue encore au championnat du monde avec des légendes comme Suchot, Lacroix et le petit nouveau qui vient d'intégrer l'équipe, Jean Feltin. Voilà, Suchot, Lacroix, ça fait 30 ans de haut niveau. Ils ont gagné 14-15 fois les championnats du monde. Voilà, vous êtes un petit joueur, si j'ose dire, avec 9 victoires. Oui, moi je me rapproche petit à petit, et puis on n'a pas le même âge, hein, mais j'ai commencé avec eux, j'ai eu mon premier titre avec eux en 2012. C'est fou. Mais alors, ce qui est extraordinaire, c'est justement la précision que vous avez. Vous êtes plutôt le tireur dans l'équipe. Ah oui, complètement. Moi, je suis tireur. Bon, je sais un petit peu pointer, mais vraiment, moi, ma discipline préférée, c'est le tir. Ouais. Et le concours de précision à côté, ça se passe comment? Ça, c'est spécial parce que tous les grands tireurs sont pas spécialement bons au tir de précision. C'est une discipline que moi j'aime beaucoup. D'ailleurs, je suis 3 fois champion du monde en titre. Et ça se joue en 2 phases. En fait, il y a la phase qualificative où là, faut faire le meilleur score. Et après, à partir des quarts finales, c'est un duel 1 contre 1 où là, faut aussi faire le meilleur score que son adversaire, mais ça se joue plus dans la tête. C'est-à-dire c'est-à-dire que quand vous êtes 1 contre 1, ça joue beaucoup au regard, au mental. On n'est pas là pour déstabiliser l'adversaire, mais par contre, on fait voir qu'on se laisse pas marcher dessus et qu'on est là pour gagner. Donc, moi, ça a toujours été plus dur pour moi de me qualifier en quart de finale parce qu'on ne sait pas le score qu'il faut faire de qualif. Par exemple, je fais 51 points, c'est un très beau score, mais si l'adversaire il fait 52, il est qualifié. Oui. En duel, si je fais 30 points et qu'il fait 29, j'ai gagné. Et comment on compte les points? Alors, un carreau compte 5 points. Oui. Une frappe, c'est-à-dire on touche la boule, mais la boule ne reste pas, c'est 3 points. Et si juste on effleure la boule,
mais qu'elle sort pas du cercle, c'est 1 point. Voilà. Et si on manque, c'est 0. Voilà. Et les juges sont très, très attentifs à ça. Ah, très, oui. Il y a plusieurs juges? Alors, il y a un juge qui regarde la boule. Il y a un juge qui regarde les pieds aussi pour voir si on mord pas le cercle, si on sort pas du rond. Donc ouais, c'est très regardé et ils sont très attentifs. Et alors, ce qui est fascinant, c'est que c'est à Dijon, bien sûr, mais au Zénith, c'est-à-dire beaucoup de monde. Le grand public n'imagine pas qu'on puisse faire un championnat du monde de pétanque près de Noël au Zénith. Ben oui, c'est vrai qu'au Zénith, il va y avoir 5-6 000 personnes, c'est complet. Les places, je crois qu'ils se sont vendues en 24 heures, donc c'est énorme. Le dernier championnat du monde qui a eu lieu en France, ça remonte à 2012. Donc il y a 12 ans, c'était à Marseille, au Palais des Sports. Oui. D'ailleurs, c'était mon premier championnat du monde en senior. Et il y a un vrai engouement. Et puis voilà, c'est vrai qu'en plus, on a perdu le titre l'année dernière au Bénin, en triplette. Oui. Donc il faut le reconquérir. Et je pense que ça va être une belle fête de la pétanque, ça va être joli. Mais après, pour nous, on n'a pas le choix, il faut gagner, quoi. Voilà. Alors, le public, c'est quoi? C'est des amateurs, des professionnels? Je dirais qu'il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout, des amateurs, des professionnels. Moi, j'ai beaucoup de personnes de ma famille qui vont venir. Voilà, il y a mes parents. Faut avoir une grande famille pour remplir le Zénith quand même. Ouais. Mais ils viennent quand même à 15-20 personnes. Donc il y a mes parents, mes frères, ma femme, tout le monde qui vient. Ça va être chouette. Et donc vous remettez ce titre en jeu à chaque fois? Le tir de précision, là, je le remets en jeu. Et par contre, le triplette, on l'avait perdu l'année dernière au Bénin, en demi-finale. Donc là, on espère le reconquérir. Vous êtes très célèbre dans votre univers. J'ai même trouvé une chanson qui vous est dédiée. Oh, dis-moi tout, Dylan Rocher, dis-moi tout. Oh, dis-moi tout, je me perds dans tes carreaux. Oh, fais patiner. Anthony Joubert qui joue actuellement la photo de mon pote avec Anthony Dupré au Théâtre Edgar comme comédien, avec Rosalie Hamet qui est de Arles, qu'on a découvert dans Incroyable Talent, et il a chanté une chanson au Dylan Rocher. C'est vrai. C'était comment ça? Eh ben, Anthony, c'est un copain. Voilà, on s'est rencontrés sur des terrains de pétanque et voilà, ça a tout de suite se matché. Et il se trouve qu'il adore la pétanque. Il m'a dit un jour, je vais te faire ta musique, ta chanson. Je dis écoute, pourquoi pas. Et il était associé à Franck Polo aussi à l'époque. Donc du coup, ils ont créé cette chanson-là et il se trouve qu'elle a bien cartonné. Je trouve ça assez sympa et marrant, quoi. Voilà, et maintenant on peut l'entendre sur les terrains de pétanque, non? Sur les terrains de pétanque, sur YouTube, voilà. Alors, à chaque fois, vous avez obtenu des titres dans des pays différents. Par exemple, je crois que en 2018, vous avez remporté le titre de champion du monde de tir de précision au Canada. C'est très différent de jouer sur des terrains auxquels vous n'êtes pas forcément habitué. Oui, mais après, c'est ça la force d'un pétanqueur, c'est-à-dire qu'on s'adapte à tout style de terrain, à tout environnement. Faut savoir s'adapter, contrairement à la lyonnaise que je parlais tout à l'heure, où que là, c'est toujours le même terrain, c'est lisse, et que là, nous, à la pétanque, on peut jouer sur des cailloux, sur du sable, sur des graviers. Bon, pas sur de l'herbe, faut pas que ça soit Wimbledon non plus, mais voilà, on s'adapte. Oui, mais en même temps, on repère le terrain comme un champion cycliste repère le parcours. C'est-à-dire que j'ai tellement d'années de pratique, d'entraînement, que tous les terrains, je les connais par cœur. Je sais comment il faut jouer, avec quelle boule il faut jouer. Voilà. Ça devient une routine. Ouais, exactement. Alors, on a beaucoup parlé de Léon Marchand qui a remporté plusieurs titres olympiques sur 2 jours. C'est le cas aussi des joueurs de pétanque parce que vous pouvez gagner un titre le jour même et remporter un autre le lendemain, Dylan Richard. Ouais, ça c'est chouette. C'est vrai qu'en un jour, on peut avoir 2 titres, donc ça serait bien que ça m'arrive à Dijon d'ailleurs, parce qu'il y a le tir et le triplette, donc... Je crois que c'est arrivé en 2021. Vous avez gagné le 2e titre mondial de précision et le lendemain, avec vos coéquipiers, vous avez remporté le championnat du monde de triplette. Oui, mais ça m'est arrivé aussi au Canada. Voilà. Et c'est très différent. Comment on fait pour passer de l'un à l'autre? Il y a la tension. Alors c'est ça qui est pas facile, c'est que le tir de précision, ça demande énormément d'énergie. C'est une discipline un petit peu à part, on est tout seul. Voilà, on est fatigué au bout de 3-4 jours de compétition, on laisse énormément d'énergie. Et là pour l'instant ça va, ça s'est bien goupillé pour moi puisqu'à chaque fois j'ai gagné le titre. Mais donc du coup j'arrive dans le triplette avec une bonne dynamique, mais c'est vrai que si jamais je perds ce tir de précision, faut enchaîner tout de suite avec le triplette, c'est pas facile du tout. Et puis surtout au niveau de la forme physique et tout,
si on n'est pas au top, c'est compliqué, quoi. Ouais, justement, comment on fait pour être au top, pour garder le régime, le rythme? Eh ben, faut s'entraîner physiquement. Voilà, moi, je fais beaucoup de vélo, je fais beaucoup de foot. Je fais gaffe à ce que je mange, à ce que je bois. Voilà, c'est comme important. Exactement. Ouais, je pense que c'est la base. Ouais. C'est-à-dire? Faut faire gaffe à ce qu'on mange, à ce qu'on boit, être très carré sur les séances d'entraînement au niveau cardio. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dès que j'ai un petit peu de moments de repos chez moi, je m'entraîne pas à la pétanque, mais je m'entraîne physiquement. Je fais du sport. Tout type de sport est bon pour avoir la bonne condition, quoi. Il faut aussi une complicité totale avec ses partenaires, au regard près. Ouais. Bah ça arrive à la force de jouer avec ses partenaires. Voilà, comme je disais tout à l'heure, les gars comme Quintet, Suchot, Lacroix, ça fait 15-20 ans que je joue avec eux, donc on a vécu des super moments, des très bons souvenirs, comme des moins bons, des défaites. Donc on se connaît par cœur dans le jeu, on sait quand son adversaire il est en forme, on sait si on est bien, si on est moins bien. Donc voilà, ça c'est important, ouais. Puis les années passent, il faut garder le rythme. C'est ça aussi, c'est compliqué, Dylan Rocher. C'est ça, c'est que on dirait pas, mais malgré tout on vieillit et la pétanque évolue, il y a plein de choses qui évoluent, le rythme évolue. Et voilà, on va dire que par exemple, on prend une année type, c'est tous les week-ends de l'année, il y a des compétitions. En semaine, il y a 3-4 jours de pétanque aussi. L'hiver, il n'y a plus de trêve, alors qu'il y a une dizaine d'années, de novembre à février, on jouait plus, c'était fini. Donc tout a évolué et bien sûr, il faut rester en forme physiquement. Ouais. Voilà. Mais vous jouez tous les week-ends et dans la semaine, vous travaillez à la mairie de Draguignan. Alors maintenant j'ai déménagé, je suis revenu sur Valence parce que j'ai ma femme qui a toute sa famille sur Valence et puis moi j'ai 2 filles aussi, 6 ans et 3 ans. Oui. Donc c'est plus facile. Qui jouent à la pétanque déjà? On essaye de les faire jouer, mais pour l'instant c'est plus la danse, la gym que la pétanque. Mais vous avez un travail à côté. Mais oui, donc du coup je travaille à l'agglomération de Valence-Roman, au service RH. Je bénéficie d'un statut de sportif de haut niveau de 70 jours qui me permettent de me libérer dans mon emploi. Et puis là, petit à petit, comme les choses ont bien évolué, j'ai créé ma société, mon SARL, pour développer tout l'à côté au niveau pétanque. Voilà, parce qu'on ne l'imagine pas, mais la pétanque est un sport qui n'est pas professionnel. Un championnat que vous gagnez, c'est 500 € ou 4 000 € au maximum. Oui, je vais vous dire une idée comme la Marseillaise, qui est le plus grand concours au monde. Si vous gagnez la Marseillaise, vous gagnez 2 000 € chacun. Oui. Et ça dure une semaine et il n'y a pas d'invitation, donc vous payez votre repas, votre hôtel, les déplacements. Donc c'est vraiment de la passion. C'est vraiment de la passion. Par contre, ça commence à se développer sur le côté séminaire, événementiel, animation. Là, ça commence à bien évoluer. Et je crois que tout ça a failli s'arrêter en 2009 quand vous avez eu un accident de moto, Dylan Rocher. Tout à fait. Ouais, je m'étais cassé les 2 bras dans un accident de moto. Et alors ? Bah alors, à ce moment-là, voilà, j'étais au lycée. La pétanque, c'était toute ma vie pour moi. Je revenais d'une compétition à l'étranger en Allemagne avec l'équipe de France. Et le matin, en allant au lycée, j'ai pas fait gaffe, la voiture devant moi a pilé et je me suis pris la voiture, donc je me suis cassé les 2 bras, cubitus radius. Donc j'ai eu de la chance, j'ai pas eu de broche, mais j'ai été plâtré pendant un mois sur les 2 bras. Donc pendant un mois, je savais pas si j'allais pouvoir reprendre la pétanque, si j'allais retrouver mon niveau. Voilà, ça a été une période compliquée et finalement, quand j'ai repris, la pétanque, c'était une bonne rééducation. Oui. Et je suis revenu encore plus motivé qu'avant. Et voilà, c'est... On vous a surnommé le Federer des boulodromes. Ouais, le Federer ou l'Albatros ou Didi Lafoot, un peu tout, mais... Alors, il y a le championnat de demain et après l'avenir. Il y a vous et la relève. Oui, il y a beaucoup de jeunes qui arrivent. C'est vrai qu'il y a énormément d'écoles de pétanque qui se sont créées. Il y a beaucoup de jeunes qui arrivent, très adroits. Après, de là arriver encore au niveau, il y a du chemin parce que c'est des années et des années d'entraînement, de compétition. On n'arrive pas comme ça. Il faut de la régularité, il faut être carré, mais heureusement, il y a des jeunes qui arrivent et il faut. Après, l'avenir pour moi... Honnêtement, ça a bien évolué. Donc, on voyage beaucoup pour démocratiser la pétanque à l'étranger. C'est un peu plus médiatique qu'avant. Bon, malheureusement, on a raté les JO qui nous auraient fait énormément de bien, surtout à Paris.
Mais voilà, je reste convaincu que ça évolue bien et que la pétanque a de beaux jours devant elle. C'est tout le mal qu'on vous souhaite et puis on pensera à vous de demain jusqu'au 8 décembre pour ces championnats du monde en espérant que vous ajouterez quelques titres à votre patrimoine personnel. Merci. Merci Dylan Rocher. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.